Je vais vous résumer ce livre, Antifragile, ou dit autrement, Les bienfaits du désordre, un beau livre de 649 pages, édition de 2021. Et nous allons voir la table des matières. Cet ouvrage est composé de 6 livres différents, tous autour du thème de l'antifragilité. On commencera par une introduction, la problématique liée à la modernité, au fait qu'il est tellement difficile de prévoir le monde. Quelques mots sur ce concept d'optionnalité. On ira voir que pas grand-chose n'est linéaire dans toutes les prévisions que l'on nous propose. Et enfin, la via negativa qui consiste à supprimer des choses plutôt qu'en rajouter. Nassim Nicolas Taleb est né en 1960. Il est auteur, essayiste et statisticien d'origine libano-américaine. Il est connu pour ses travaux sur les événements rares et imprévisibles, dits signes noirs. En préface, l'auteur explique comment il est venu à s'intéresser à l'antifragilité, notamment par son expérience dans le domaine financier où il a cherché à identifier les éléments qui aiment ou qui détestent la volatilité. Puis il nous parle de l'antidote aux signes noirs. Effectivement, je veux vivre joyeusement dans un monde que je ne comprends pas. Les signes noirs sont des événements imprévisibles et irréguliers à grande échelle, et aux énormes conséquences et qui n'ont pas été prévues. Et ça nous renvoie à cette appellation abordée dans le signe noir. On appelle ce nom prédicteur la dinde, quand il est à la fois surpris et heurté par ces événements. Donc en quelques mots, la dinde, c'est cet animal qui observe au fur et à mesure du temps qu'il est nourri, chéri, par un être humain qui s'occupe bien de lui, et un peu avant Noël, il essaye de prévoir son avenir avec une hypothèse basse, une hypothèse haute, mais c'était sans compter le coup de hache qui a fait de lui le plat de Noël. D'ores et déjà, pour aborder un peu plus cette notion d'antifragilité, on voit ce tableau qui présente la triade en action. On a le côté fragile, robuste et antifragile. Il fait beaucoup appel à la mythologie grecque dans pas mal de ses exemples. En science, le côté fragile des théories, et côté antifragile, tout ce qui peut être truc pratique et toutes les méthodes heuristiques. Et notre corps humain aussi qui pourra être fragile quand on va se laisser aller vers des ramollissements, diverses atrophies par manque d'utilisation de fonctions, allant jusqu'à la sarcopénie avec la perte musculaire. À l'opposé, côté antifragile, on va avoir l'hormèse, dont on reparlera un petit peu après, et l'hypertrophie par exemple avec le développement musculaire. Côté médical, on a la via positiva qui consiste en des traitements complémentaires, administration de médicaments, voire de compléments alimentaires. À l'opposé, on a la via negativa, où on va plutôt supprimer la consommation de certaines choses. Et ce monde médical aussi qui fait que tout est séparable avec les spécialistes de chaque fonction du corps humain, ou alors plutôt une approche holistique pour ce qui concerne les approches médicales dignes de ce nom, comme la naturopathie entre autres. Côté stress, les stress chroniques bien sûr nous rendent fragiles, alors que les stress aigus avec récupération nous rendent antifragiles. Et il en rajoute un peu côté santé, en disant supprimer telle médication ou telle autre contrainte contre nature, par exemple le gluten, le fructose, les tranquillisants, le vernis à ongles ou toute autre substance de même type, est une attitude plus robuste que d'augmenter le traitement avec des effets collatéraux inconnus, et il insiste, inconnus en dépit des déclarations au sujet de preuves et de preuves à la noix. Je ne fais que le citer. Puis on rentre dans le livre 1, puis on va parler de surcompensation et de réaction excessive. La surcompensation permet au système antifragile de se renforcer en réponse à un stress. Il prend l'exemple des muscles qui se développent après un effort physique et des systèmes politiques qui peuvent se stabiliser après des périodes de troubles. L'auteur met en avant l'idée que le stress, dans une certaine mesure, est nécessaire à la croissance et à l'adaptation. Et on va faire un petit tour par l'hormèse. L'hormèse est un phénomène biologique où une substance ou un stress toxique à forte dose peut avoir un effet bénéfique à faible dose. En d'autres termes, un certain niveau de stress ou de toxine peut stimuler l'organisme et le rendre plus fort, plus résistant et plus performant. Nous avons aussi le jeûne. En effet, la restriction calorique épisodique, comme le jeûne intermittent, peut améliorer la santé métabolique et renforcer la résistance au stress et augmenter la longévité. Nous avons aussi l'exercice physique, avec un effort intense suivi d'un temps de récupération qui va pouvoir renforcer les muscles et le système cardiovasculaire. Et l'auteur suggère que l'hormèse pourrait être la norme et que son absence est ce qui nous nuit. Il souligne que les humains ont évolué dans des environnements instables
et ont développé des mécanismes d'adaptation pour tirer profit du stress et de la variabilité. Et en supprimant ces stresseurs de nos vies modernes, nous pourrions en fait fragiliser nos systèmes. Alors remarque importante, l'hormèse est un phénomène complexe et son application pratique nécessite de la prudence. En effet, la dose optimale d'un stress varie en fonction de l'individu et du type de stress. Voilà un beau résumé d'un paquet qui serait antifragile, sur lequel il est indiqué « S'il vous plaît, manipulez sans précaution ». Puis on va voir le chat et la machine à laver. Ici en fait, il va faire une distinction entre les systèmes biologiques et les systèmes mécaniques. Les premiers, comme le chat, sont antifragiles car ils sont capables de s'adapter et de se réparer en réponse à un stress. Et les seconds, comme une machine à laver, sont fragiles car ils sont conçus pour fonctionner dans des conditions spécifiques et se dégradent lorsqu'ils sont exposés à des variations. L'auteur nous met en garde contre l'application de solutions mécaniques à des problèmes biologiques, ce qui peut conduire à une fragilité accrue. Et dans ce livre, on peut trouver cette image qui illustre pourquoi l'auteur a un faible pour les eaux, car en effet, on voit ainsi des gens porter de l'eau ou des paquets très lourds dans les sociétés traditionnelles, que ce soit en Inde, en Afrique. Et les bienfaits qu'en tire leur santé peuvent dépasser ceux d'un traitement de médicaments pour la densité osseuse. Mais comme il dit, l'industrie pharmaceutique ne bénéficierait guère de ce genre de thérapie. Puis après, il va nous parler de touristification, encore un terme inventé par l'auteur, qui va aider à critiquer un aspect de la vie moderne qui tend à éliminer le hasard et l'incertitude, transformant ainsi les expériences humaines en processus stériles et prévisibles, semblables à un scénario touristique planifié à l'avance. Et ce phénomène se manifeste dans divers aspects de la vie moderne, à la fois le système éducatif, en effet l'apprentissage scolaire souvent basé sur des modèles théoriques et des examens standardisés, limite l'exploration, l'expérimentation et la confrontation à des situations imprévues. Nous avons aussi la recherche scientifique dirigée, en effet le financement de la recherche scientifique axée sur des objectifs prédéfinis et des résultats prévisibles étouffe la créativité et la découverte de solutions innovantes. La touristification nuit donc à l'antifragilité en privant les systèmes et les individus des éléments essentiels à leur croissance et à leur adaptation. Alors voilà, pour favoriser l'antifragilité, il va être essentiel de cultiver une certaine tolérance au hasard et de laisser une place à l'imprévu dans nos vies. Puis dans ce tableau, on va avoir des illustrations de la partie mécanique et de la partie biologique. D'ores et déjà, on souligne que tout ce qui est organique est très complexe, mais il peut faire preuve d'auto-guérison. Naturellement, il aime le hasard. Par contre, et c'est important, il a besoin de récupérer entre les pressions, entre les stress ponctuels, en allant jusqu'à dire que l'absence de stress entraîne l'atrophie, et qu'un système biologique aura tendance à vieillir par défaut d'usage. Donc en résumé, le livre 1 introduit le concept d'antifragilité. Il a mis en lumière son importance dans divers domaines, et il a établi une distinction entre les systèmes fragiles, robustes et antifragiles, tout en explorant les mécanismes qui permettent au système antifragile de prospérer face au désordre et à l'incertitude. Puis nous passons au livre 2 en abordant la modernité et le déni de l'antifragilité. On va s'intéresser ici aux conséquences négatives de la suppression de la volatilité dans les systèmes, notamment les systèmes politiques. Puis dans un chapitre naïveté et sophistication, il met en garde contre les dangers de la sophistication excessive qui peut rendre les systèmes fragiles. Il argue que la simplicité et le bon sens sont souvent plus efficaces pour gérer l'incertitude. Il utilise l'exemple de l'interventionnisme médical qui peut parfois causer plus de mal que de bien en perturbant les mécanismes naturels de guérison du corps. Ce que l'on va pouvoir retrouver illustré dans un extrait de ce tableau. En médecine, le côté interventionnisme à travers des traitements excessifs, une alimentation régulière, une stabilité de la température en surchauffant nos maisons, le fait de refuser au corps les aléas naturels, ou encore de rajouter des produits pharmaceutiques, aura pas mal d'effets iatrogènes et des coûts. On va entraîner de la fragilité, potentiellement des erreurs médicales, des êtres humains plus malades, mais vivant peut-être plus longtemps, ou encore des bactéries résistant aux antibiotiques. Puis il aborde aussi le thème des médias, avec leur capacité à distiller des informations stériles à haute fréquence, qui va pouvoir entraîner des perturbations du mécanisme de filtrage. C'est intéressant vu comme ça, en effet, ce côté répétitif et omniprésent doit limiter pas mal de monde à faire le tri dans les informations qu'ils reçoivent. Pour détailler la fragilisation par la modernité, et il nous parle d'interventionnisme naïf, en examinant les conséquences négatives de l'intervention excessive dans les systèmes complexes. L'auteur soutient que la modernité encourage une approche interventionniste
dans de nombreux domaines de la médecine à l'économie en passant par la politique. Cette approche est souvent motivée par le désir de contrôler et d'optimiser les systèmes, mais elle ignore souvent les conséquences imprévues et potentiellement néfastes de ces interventions. En résumé, le livre 2 explore les dangers de la suppression de la volatilité et de l'incertitude, et il met en avant l'antifragilité des systèmes décentralisés et adaptatifs, tout en critiquant la fragilité des systèmes centralisés et interventionnistes. Puis on arrive au livre 3, intitulé Une vue non prévisionnelle du monde, où on va explorer comment appréhender le monde sans recourir à des prédictions. Il nous parle de Sénèque ou de la stratégie de la soustraction. L'accent est mis ici sur l'importance de se concentrer sur ce que l'on peut contrôler, plutôt que de se laisser affecter par les événements extérieurs sur lesquels on n'a aucune prise. On souligne les avantages de la soustraction, de l'élimination des éléments fragiles, puis il nous parle du sophisme du bois vert, qui consiste à appliquer une logique simpliste et linéaire à des situations complexes et non linéaires. Et bien sûr, ce type de raisonnement conduit à des erreurs de jugement et à des décisions inappropriées. Ici, on met en avant l'importance de tenir compte de la complexité des interactions dans les systèmes pour prendre des décisions plus éclairées, voire aussi pour mieux comprendre les systèmes biologiques qui correspondent tout à fait à cette définition. En résumé, ce livre 3 encourage une approche non prévisionnelle du monde, qui accepte l'incertitude et la volatilité comme des éléments intrinsèques de la réalité. Il met en avant des stratégies et des principes qui permettent de tirer profit du désordre et de se renforcer face aux changements imprévisibles. Puis on arrive au livre 5, intitulé Optionnalité, technologie et intelligence de l'antifragilité. Et ici, il nous dit qu'on peut tirer plusieurs leçons du désordre. Il prend entre autres l'analogie de l'écologie, en montrant que les écosystèmes les plus résilients sont ceux qui sont diversifiés et capables de s'adapter aux perturbations. De même, les individus et les sociétés qui embrassent le désordre et l'imprévu sont plus susceptibles de prospérer. Puis nous avons un chapitre sur l'apprentissage par l'optionnalité. L'auteur soutient que l'apprentissage par optionnalité est plus efficace que l'apprentissage par théorie ou par la planification rigide, car en effet, l'optionnalité permet de s'adapter aux changements et de profiter des opportunités qui se présentent de manière inattendue. Il encourage les individus à explorer différents domaines, à expérimenter et à ne pas avoir peur de l'échec. Les échecs sont des opportunités d'apprentissage et ils peuvent nous rendre plus antifragiles. Il nous met en garde contre le biais de confirmation qui nous pousse à ne voir que les informations qui confirment nos croyances et à ignorer celles qui les contredisent. Ce biais peut nous rendre plus fragiles car il nous empêche de nous adapter aux changements et de tirer des leçons de nos erreurs. En résumé, le livre 4 met en avant l'importance de l'optionnalité et de l'expérimentation, ainsi que de la décentralisation pour construire des systèmes plus antifragiles. Il encourage les individus et les sociétés à embrasser l'incertitude et le désordre comme source d'opportunités et de croissance. Puis nous arrivons au livre 5, avec le non linéaire. Ici, il nous explique comment identifier la fragilité en examinant la forme de la courbe de réponse d'un système au changement. Voilà, le livre 5 s'adresse à un public plus technique que les précédents chapitres. Il fournit des outils mathématiques pour comprendre et identifier la fragilité et l'antifragilité, pour permettre ainsi au lecteur de prendre des décisions plus éclairées dans un monde complexe et imprévisible. Puis nous avons le livre 6 avec la Via Negativa. On va voir ici la sagesse et l'efficacité de l'approche par la soustraction, c'est-à-dire en retirant ce qui est nocif plutôt qu'en ajoutant ce qui est supposé bénéfique. L'auteur utilise les notions de moins c'est plus et de la connaissance soustractive comme des raccourcis mentaux pour naviguer dans un monde complexe et opaque et tendre vers une approche antifragile de la vie et de la pensée. Moins c'est plus se manifeste de deux manières principales. Premièrement, face aux événements extrêmes, il sera préférable de se concentrer sur la protection contre les événements rares, mais aux conséquences importantes, plutôt que de se focaliser sur la prédiction de tous les événements, y compris les plus banals. En d'autres termes, il est plus efficace de se préparer au pire que d'espérer le meilleur. Et deuxièmement, dans la prise de décision, car si plusieurs raisons motivent une action, il est préférable de s'abstenir. En effet, l'accumulation de justifications masque souvent une tentative de se convaincre soi-même et peut dénoter une prise de décision fragile, vulnérable à l'erreur. Les décisions robustes, à l'inverse, s'appuient sur une seule raison solide. Quant à la connaissance soustractive, elle repose sur le principe qu'il est plus aisé de déterminer ce qui est faux que ce qui est vrai. Plutôt que de chercher à tout prix à confirmer des hypothèses, il est plus robuste de les soumettre à la réfutation. Et cette approche s'articule autour de 3 idées clés. Premièrement, l'importance de la réfutation, inspirée par Karl Popper.
l'auteur soutient que la science progresse davantage par la falsification des théories que par leur confirmation. En effet, une seule observation contraire suffit à invalider une hypothèse, tandis qu'une multitude d'observations concordantes ne la rendent pas nécessairement vraie. Deuxièmement, le danger de l'excès de connaissances, car l'accumulation de connaissances, notamment dans un monde complexe, peut conduire à l'illusion de la compréhension et à la fragilité. Se concentrer sur ce que l'on ne sait pas permet de rester humble et ouvert à l'inattendu. Et enfin, troisièmement, la supériorité des heuristiques. En effet, face à la complexité, les règles simples et empiriques, bien qu'imparfaites, se révèlent souvent plus efficaces que les modèles complexes et abstraits. Elles permettent de prendre des décisions plus rapides et plus robustes, sans nécessiter une connaissance excessive du problème. Puis nous arrivons au livre 7, où on va explorer l'éthique et l'antifragilité. Il nous dit ici que l'élimination de l'optionnalité est un élément clé de l'éthique. Et il nous dit aussi que la via negativa est une approche éthique. En fait, ce livre s'appuie sur les concepts explorés précédemment pour analyser comment l'antifragilité peut être appliquée de manière éthique. Voilà, si je résume la conclusion de l'auteur, il nous propose une invitation à repenser notre rapport au hasard, à l'incertitude et à la volatilité. Il présente son livre comme un générateur d'idées qui vise à provoquer une transformation de notre vision du monde. L'un des messages clés de la conclusion est que la volatilité est une force omniprésente et essentielle à la vie. Le monde est divisé entre ceux qui aiment et ceux qui n'aiment pas la volatilité. Et la fragilité est la caractéristique de ceux qui subit des pertes lorsqu'il est exposé au hasard, aux erreurs, au stress et à l'incertitude. Tandis que l'antifragilité est la capacité de tirer profit de ces mêmes éléments pour se renforcer et s'améliorer. L'auteur souligne l'importance de l'antifragilité dans un monde de plus en plus complexe et imprévisible. Il appelle à une réévaluation de nos modèles de pensée et de nos systèmes de prise de décision. Au lieu de chercher à prédire et à contrôler l'avenir, une tâche souvent vaine et potentiellement dangereuse, il encourage à embrasser l'incertitude et à développer des stratégies antifragiles qui nous permettent de bénéficier des perturbations et des erreurs. En fait, la conclusion d'Antifragile n'est pas une fin en soi, mais plutôt un point de départ pour une nouvelle manière de penser et d'agir dans un monde en constante évolution. Voilà une bien belle manière de résumer son livre. Puis nous avons l'annexe 1 avec 36 figures. Comme indiqué ici, ça sera plutôt pour les lecteurs non littéraires, et seulement eux, ceux qui préfèrent voir les choses représentées sous forme graphique plutôt qu'en mots. Puis nous avons l'annexe 2 qui elle est très technique. Il y a aussi des notes additionnelles, où il y a 40 pages de réflexion après coup et de sources secondaires, et aussi une bibliographie avec plus de 600 références. De quoi prolonger cette longue lecture avec pas mal d'autres sources. Et enfin à noter un index de 19 pages aussi pour pouvoir être dirigé vers les différents éléments de ce livre. Voilà, j'en arrive à ma conclusion personnelle. Ce livre est complet, voire complexe, il est en tout cas intelligent, et c'est ce qui fait sa force, car intrinsèquement il nous guide vers l'antifragilité. Il peut bien sûr se lire en plusieurs fois. Pour ma part, il s'est déroulé presque une année pour sa lecture, car l'idée centrale est développée suivant plusieurs angles qui se rejoignent et dont la lecture séparée est aisée. De plus, il y a plein d'anecdotes, de petites histoires qui aident à comprendre en fonction de ses centres d'intérêt. Et perso, je vais réinsister sur un point qui dit que l'hormèse est la norme. Ou dit autrement, on aura toujours des perturbations à affronter qui pourront nous renforcer en fonction de ce que l'on en fait. Et pour aller plus loin, il pourra être utile de provoquer, voire d'anticiper des perturbations. Et c'est le cas par exemple de l'exposition au froid. Mais attention, l'antifragilité nécessite un changement de mentalité. Il en a parlé entre autres avec les biais de confirmation. Et il me paraît essentiel qu'au lieu de chercher à prédire et à contrôler l'avenir, de pouvoir embrasser l'incertitude et de développer ses capacités d'adaptation. Car on en est tous capables en intégrant juste qu'on est tous différents. Et au passage, on peut aussi laisser tomber pas mal de prédictions. Celles qui nous annoncent qu'en 2050, il va se passer ci, ou il y aura ça, ou il y aura moins de ci. La quasi-majorité des sujets étant non linéaires, ils sont impossibles à prédire. En tout cas, oui, nous sommes antifragiles de nature, mais hélas, on a voulu nous faire croire le contraire. Voilà, vous pouvez rejoindre cette chaîne pour la supporter ou accéder à une version longue de ce résumé. Voilà pour le résumé de ce livre.